justement, je vais parler d'Asie du Sud-Est, plus dans la lignée des interventions d'hier. Je vais faire un peu la transition entre hier et aujourd'hui. On a évoqué toutes les différentes visions des différents pays. Donc voilà, maintenant, le cas de l'Asie du Sud-Est. On l'avait dit dans une des présentations, c'était parfois le chaînon manquant, mais c'est quand même plus de 600 millions d'habitants, c'est 10 États. Donc on va voir ce qu'il en est. Alors, l'avantage de passer sur la fin, c'est que déjà tout a été dit, donc, ou au moins pour présenter les cas américains et chinois. Donc l'Asie du Sud-Est, comme les autres pays, sont en face de deux propositions, l'une américaine, l'une chinoise. Alors, sur la proposition américaine, simplement une réactualisation, je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2, 3, 4 jours, il y a eu un Progress Report qui a été publié par le département d'État qui réactualise et puis surtout qui souligne et qui confirme et qui valide l'intérêt des États-Unis pour la région Indo-Pacifique et pour le projet Indo-Pacifique, qui fait écho, donc, ou une réponse, on en a parlé, au projet BRI de la Chine. Il y avait eu d'autres initiatives avant avec la banque pour les infrastructures, d'investissement en Asie pour les infrastructures. Et c'est intéressant que ce soit États-Unis ou Chine, dans les deux cas, on a eu des exercices ASEAN-Chine en 2018 et ASEAN-États-Unis en 2019. Les États-Unis se livraient déjà à des exercices bilatéraux avec tous les États de la région. Il y avait aussi des exercices plus multilatéraux, C4 par exemple, avec différents pays de la région. Mais là, c'était vraiment ASEAN-États-Unis en réponse à l'exercice ASEAN-Chine. Et quand vous regardez par exemple un pays comme Singapour, mois de septembre, nouvel accord de défense avec les États-Unis, renforcé, et 2, 3, 4 semaines après, nouvel accord de défense avec la Chine, de même renforcé. Donc on voit bien qu'on est sur un cheminement parallèle. Et dans les deux cas, on a les mêmes doutes et les mêmes incertitudes. C'est dans le cas des États-Unis, alors je cible sur la situation en Asie du Sud-Est, et puis on va essayer de coller à l'actualité. Il y avait les sommets de l'ASEAN, le sommet de l'Asie orientale, East Asian Summit, là en début de semaine. Les pays d'Asie du Sud-Est ont été très déçus parce que les États-Unis ne sont pas venus avec une délégation d'un rang présidentiel, tout bêtement, puisque Donald Trump n'est pas venu. Vous aviez ensuite un sommet États-Unis-ASEAN, et là aussi ils ont été déçus, au point qu'il y a seulement 3 pays qui ont envoyé leur chef d'État ou de gouvernement. Les autres n'ont envoyé que des ministres. Et les Américains avaient envoyé quelqu'un qui était encore en dessous du rang ministériel. Donc dans un pays où le sens, on en parlait de la hiérarchie, ou en tout cas ne pas perdre la face, ça compte. Donc ça n'a pas été très bien accepté et bien vu par les États d'Asie du Sud-Est. Et puis, je crois qu'il y a une présentation là-dessus plus tard, sur les FONOPS. FONOPS, c'est Freedom of Navigation Operation, les opérations pour la liberté de navigation. Et là aussi, il y a un débat, il y a des doutes en tout cas sur l'efficacité de ces patrouilles en réponse en tout cas à la militarisation de certains îlots par la Chine en mer de Chine méridionale. Pareil pour la Chine, backlash, pushback, c'est des mots qui reviennent souvent, même la peur, le piège de la dette, évidemment. Il y a le souvenir du sommet de l'APEC en 2018, vous êtes sans doute plus familier que moi avec ce qui s'est passé, mais on a parlé de la diplomatie du caprice et puis d'une attitude weird, un peu bizarre de la délégation chinoise lors de ce sommet, mais d'ailleurs on n'a pas eu de déclaration. Mer de Chine du Sud, militarisation, je ne reviens pas là-dessus, mais forcément pour les États qui revendiquent des îlots, c'est objet de tension. 1/10 des dons qui étaient promis à Manille seulement ont été attribués, et ça c'est un grand classique des promesses chinoises, et puis souvent on attend les concrétisations, donc là aussi retour de flamme, et puis le discours de Xi Jinping qui est très justement à définir hégémonique, impérialiste ou en tout cas très ambitieux. Voilà, c'est peut-être le meilleur mot, suffisamment flou sur la région. Alors ça amène à se poser des questions. Est-ce qu'on est toujours en Asie du Sud-Est? Il y a un mot qui n'a pas encore été cité, qui revient souvent dans les papiers de relations internationales sur la région, c'est le hedging. C'est en fait la répartition des risques, mettre tous ses œufs dans différents paniers. En l'occurrence, le panier chinois de la BRI ou le panier américain du FOIP, donc Free and Open Indo-Pacific. Et donc, c'est une façon de prendre des assurances auprès des grandes puissances. Ou alors, hypothèse, et là je m'inscris dans ce qui a été dit le premier jour, ne jamais oublier les Océaniens et donc les Sud-Est asiatiques. Et là, on fait la transition avec ce qui va suivre peut-être. Mais est-ce qu'on ne serait pas non plus dans une prise d'assurance, mais
plutôt de la réassurance, parce que au niveau numéro 1, ça serait une reprise en main de l'Asie du Sud-Est, des États de l'ASEAN, du projet Indo-Pacifique, avec eux-mêmes leurs propres propositions. Donc ASEAN, c'est Association des Nations d'Asie du Sud-Est, hein, c'est le groupement des 10 pays. Et cette hypothèse ne sort pas de nulle part, elle sort des discours au Shangri-La Dialogue. Shangri-La Dialogue, donc c'est le grand barnum diplomatique, où vous avez tous les hauts responsables défense diplomatique de la région qui se retrouvent. Et que ça soit en 2018, en 2019, j'ai souvenir, un ministre de la Défense singapourien, ministre de la Défense malaisien cette année, le Premier ministre singapourien cette année aussi. Le mot qui revenait souvent, c'est « pourquoi choisir ?» Alors, on en a parlé hier avec la Nouvelle-Zélande. Le vice-ministre de la Défense malaisien parlait même, lui, d'une éventuelle troisième voie. Donc, c'est ce sur quoi on va s'interroger. Alors, travail en cours, hein, avant l'éventuel papier. Donc, mais simplement, est-ce qu'il y a, à l'appui de cette hypothèse, il y a quelques pistes de travail? Alors, c'est presque chronologique, mais déjà, on pourrait rappeler les initiatives transrégionales qui sont simplement des sortes de passerelles, et pour dire que l'intérêt de l'Asie du Sud-Est pour la région Indo-Pacifique ne sort pas de nulle part. Alors vous avez des initiatives, par exemple, qui relient le Myanmar, la Birmanie à l'Asie du Sud. Notez que cette première initiative, la Chine l'a retirée de sa liste de la BRI. Je ne suis pas spécialiste, mais je crois qu'il y a des problèmes avec l'Inde. Notez qu'il y a une autre organisation du même type qui inclut la Birmanie et la Thaïlande aussi, avec Népal, Bhoutan, Inde. Voilà, un autre type de passerelle. Indian Ocean Tsunami Information Center. Au début, ça s'appelle le Jakarta Tsunami Information Center, mais donc c'est intéressant de voir que ça prend de l'ampleur. Maintenant, c'est Indian Ocean, c'était donc sur initiative indonésienne. On en a rapidement parlé hier, et c'est vrai, c'est intéressant, les symposiums navals, donc Indian Ocean Naval Symposium, ou le Western Pacific, WP, Naval Symposium. Je mets à part le WPNS, où il y a quand même une emprise des États-Unis, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure avec les exercices RIMPAC, auxquels ont participé, ne participe pas la Russie, mais surtout la Chine. En 2014, en 2016, oui, mais en 2018, elle a été désinvitée. En revanche, côté océan Indien, ça donne l'impression, après les professionnels de la marine confirmeront ou pas, mais d'une approche peut-être un peu plus multilatérale. Et j'ai mis des astérisques parce que dans les deux cas, on retrouve ce dont il était question avec le président Macron comme membre, France, Australie, Inde, mais pas les États-Unis ou pas la Chine. Alors la Chine uniquement comme membre observateur, mais pas les États-Unis. L'initiative du triangle de corail, bon, je passe, mais c'est des exemples simplement de passerelles et des preuves d'intérêt. Et puis peut-être dans le cas du Pacifique, indiquer le Forum des petits États et l'Alliance des États insulaires, Alliance of Small Island States ou Small Island Developing States. Enfin bref, tout ça qui crée un réseau de petits États insulaires pour la plupart. Et le Premier ministre singapourien les a accueillis chez lui dans le bureau de sa délégation aux Nations Unies lors de la dernière Assemblée Générale. Et là, il y avait le grand titre, c'était pareil, se prendre en main, l'idée de se prendre en main. Deuxième piste, les initiatives cette fois-ci plus unies ou bilatérales pour essayer de créer un lien entre une nation et une région. Alors, ça peut être petit 1 par souci de sécurité, diversification des alliances, des partenariats. Vous avez deux écoles en Indonésie. Rizal Sukma, c'est le conseiller diplomatique de l'actuel président Jokowi. Je ne vais pas vous donner 15 000 noms, mais voilà, disons que c'est la tête pensante de la diplomatie actuelle en Indonésie, qui lui disait, bon, il faut se concentrer sur l'Indonésie. Mais d'autres, comme Nathalie Gawa, c'était l'ancien ministre des Affaires étrangères, et alors pareil, actualité, puisque ça c'est sorti il y a quelques jours, semaines, les lignes directrices pour la nouvelle équipe de diplomates depuis le nouveau gouvernement indonésien de Jokowi, où on ne voit pas nommément dans les 5 piliers le mot ASEAN. On voit approche régionale et globale, mais on voit pas le mot ASEAN. Donc l'idée qu'il faut sauter par-dessus l'ASEAN et voir plus loin. Pareil pour Philippines et Singapour, cette idée de multiplier les alliances pour sa propre sécurité et ne pas reposer que sur un seul État. Mais surtout, il y a cette idée aussi de front pionnier. Moi, mon ancien boss à Singapour me disait, alors souvent on avait l'habitude
je parle peut-être trop vite, de distinguer Asie du Sud-Est continentale, Asie du Sud-Est maritime. Mais en fait, il me disait maintenant, il faut plus envisager une Asie du Sud-Est occidentale et une Asie du Sud-Est orientale qui serait une sorte de nouveau front pionnier. Et c'est là que ça se passe, que ça se passerait. Alors c'est vrai que côté, alors je ne suis pas dans votre sens, côté océan Indien, il y a des liens noués. C'est intéressant, il faudrait creuser entre l'Indonésie et l'Afrique, d'autant plus creuser qu'en fait ça a été confirmé. Il y avait une initiative en 2018, puis en 2019, donc c'est bon signe. Via l'OCI, l'Organisation pour la coopération islamique, pareil, il y a des liens avec des pays, soit de la Corne de l'Afrique, du Golfe, mais du nord-ouest de l'océan Indien. Mais surtout, ce qui nous intéresse aussi, c'est côté Pacifique, avec sous le précédent président, Yudhoyono, il y avait toute cette politique de corridor, et notamment dans les îles des Moluques, de la Papouasie, alors Papouasie occidentale. Donc développer cette zone pour se connecter au Pacifique, et qui a été relayé aujourd'hui, un grand axe aussi de la politique du président Jokowi, c'est le PMD, donc en français c'est en anglais Global Maritime Fulcrum, donc c'est le pivot maritime mondial, voilà, de faire de l'Indonésie un pivot maritime mondial, et donc qui pousse l'Indonésie à développer son flanc oriental. Philippines, pareil. Alors, côté océan Indien, j'avais des doutes, mais en fait, il y a eu la visite du Premier ministre en 2017, indien, puis récemment une visite d'un président, du président indien, et qui s'est soldée par un accord sur la sécurité maritime, puis aussi des ventes de missiles. Donc, bon, c'est un signe intéressant. Mais il y a aussi, comme pour l'Indonésie, ce regard tourné vers le Pacifique, avec l'extension du plateau continental, vers une zone qui n'est pas anodine, puisqu'on est... alors à la louche, hein, à l'échelle du Pacifique, mais entre Taïwan et Guam. Mais le plus important, et ce qu'il faudrait, ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'en réponse au BRI et au Free and Open Indo-Pacific, vous avez depuis le 23 juin de cette année l'ASEAN Outlook on Indo-Pacific. C'est la réponse de l'ASEAN au projet chinois et américain, pour apporter une proposition régionale. Comme toujours, quand il est question de l'ASEAN, on a des doutes, manque d'institutionnalisation, des enjeux peut-être trop lourds à porter pour cette organisation, parce qu'il est question de la Chine quand même, il est question parfois de nucléaire en Indo-Pacifique. Certains doutaient aussi de l'Indonésie. Est-ce que ce n'est pas une démarche hypocrite? L'expression, c'était de faire porter le chapeau à l'ASEAN pour une initiative dont on sait que finalement, elle n'aura pas un grand avenir. Mais les commentaires étaient plutôt indulgents et confiants. C'est là où j'opposais Evan Laxmana et Amitav Acharya, et notamment Acharya qui était ravi de cette initiative. On bascule d'une centralité institutionnelle, on l'a vu hier sur un schéma avec, vous savez, tous les cercles concentriques autour de l'ASEAN, de notre collègue chinoise, à une centralité diplomatique. Ça s'appuie sur une réalité géohistorique. On a évoqué, j'étais ravi, les Austronésiens. Aujourd'hui, Sea Lines of Communication, donc tous ces détroits stratégiques, Malacca, mais aussi Makassar et Lombok, à l'est de Bornéo, pour les bâtiments plus lourds, voire les sous-marins, vu que c'est plus profond. Et l'initiative pour les accords commerciaux, qui était le pendant au Trans-Pacific Partnership, mais qui est une initiative initialement ASEAN. Donc on ne part pas de rien. C'est une démarche inclusive avec la Chine, donc qui peut faire écho aux démarches françaises. L'idée qu'il faut quand même dialoguer. La satisfaction d'avoir un produit local, made in Southeast Asia, qui n'est pas importé, qui repose sur des modes et des pratiques régionales, la concertation, la conciliation, et puis surtout à partir de structures déjà existantes. L'idée, c'est pas de rajouter de quelque chose, mais on a déjà des structures, ben, travaillons là-dessus. L'ADMM+, ça aurait été ennuyeux de se quitter sans parler de l'ADMM+, c'est la réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN. Plus, c'est parce qu'on inclut les partenaires de dialogue. Alors, je me permets de vous les citer parce que vous verrez qu'on est dans l'Indo-Pacifique. Inde, Australie, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, que j'ai dû me tromper dans les doigts à un moment parce qu'au total, et Russie, États-Unis,
depuis 2010. Donc c'est quand même pas négligeable. Et le master plan en ASEAN Connectivity, où pareil, certains disent, bah voilà, on parle de connectivité au sein de l'ASEAN depuis plusieurs années, BRI, vous nous parlez d'infrastructure, bon bah très bien, on peut s'entendre et travaillons ensemble. Alors, donc ça c'était le point d'aboutissement, maintenant ça pose des questions qu'il va falloir envisager. Alors j'allais dire, d'un point de vue germano-pratin, ou en tout cas un peu déconnecté de la réalité, et qui pouvait être le mien au moment d'envisager des hypothèses, ou quoi, en l'occurrence plutôt des conclusions. Là, j'avais mis la couverture du bouquin de Bertrand Badi, là, Quand le Sud réinvente le monde. Et son idée, c'est qu'on a raté la décolonisation, mais que là, on tiendrait une occasion justement de la réussir, cette décolonisation, avec un peu de retard, parce que les États du Sud se reprendraient en main. Et je me disais, tiens, est-ce que ça colle? Alors j'ai interrogé des collègues qui connaissent mieux Bertrand Badi que moi, mais ouais, c'est séduisant, pourquoi pas parce qu'effectivement, nos États d'Asie du Sud-Est se reprennent en main. Ça appuie l'idée d'une... Alors c'est très Badi, ça, d'une nouvelle grammaire des relations internationales. Ça ne repose plus uniquement sur la puissance classique, mais c'est son idée de puissance de la faiblesse, c'est-à-dire c'est les petits États maintenant qui définissent l'agenda international. On parle de réchauffement climatique. Faut voir maintenant même le discours introductif du Premier ministre thaïlandais. Bon, on voit bien que les préoccupations évoluent. On parle souvent donc montée des eaux dans le Pacifique, mais on parle souvent du cas des îles, mais les villes le long des deltas, c'est pas mieux. Vous voyez la réactualisation des projections pour 2050, par exemple pour le sud du Vietnam. Et il y avait un autre papier, là, cette semaine, là, qui est sorti, Jakarta Post, qui parlait de 23 millions d'Indonésiens, pareil, comme ça, par rapport à la montée des eaux. Donc, il définit... Ces États seraient à nouveau beaucoup plus actifs, proactifs, et non plus réactifs par rapport aux propositions qu'on peut leur faire, notamment en termes de BRI. Badi parle de post-hégémonisme. Alors, il met la Chine dans un cas à part. C'est là où je le suis peut-être un peu moins, et ça fait écho aux deux présentations d'hier, parce qu'effectivement, dans la lignée de l'avant-dernière présentation d'hier, effectivement, il y aura une différence États-Unis-Chine. Et donc Badi disait oui, mais notamment parce que la Chine n'a pas d'ambition messianique, de message universel à délivrer, voire imposer au monde. Bon, après la dernière présentation hier, on voyait que ça pouvait être différent. Donc le cas de la Chine, il faudrait y regarder à deux fois dans quelle catégorie on met. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Et à terme, tout ça aussi est bénéfique pour une approche non plus bipolaire, mais en tout cas multilatérale. Et voyez, pas le zèle, mais en tout cas, on a cette année le Vietnam qui est membre du Conseil de sécurité. L'année prochaine, ça sera l'Indonésie. Et le Premier ministre singapourien, l'Assemblée générale, pareil, faisait la promotion du multilatéralisme. Simplement, comme étude de cas, il faudrait creuser, mais pour échanger avec vos collègues à Singapour notamment, mais il y a ce cas et puis on en parlait avec notre collègue des Samoa, mais des Information Fusion Center, des centres de fusion de l'information en matière de sécurité maritime. Bon, Singapour en a initié un, lancé un à Singapour en 2009, bon, avec l'aide aussi de pays, mais quand même Singapour. Il y en a un à Madagascar, bon, la France a aidé aussi, mais bon, quand même Madagascar. Maintenant, Inde. On en parle d'un dans le Pacifique. Alors là, je marche sur des œufs, mais moi, j'avais entendu Pérou, puis il y a plein d'autres initiatives. Mais vous voyez, par ce biais-là, il y a effectivement des choses qui se mettent en place. Mais ça, c'est le slide patatras, parce que c'est un peu tout ça pour ça, parce qu'après avoir interrogé des collègues, cette fois-ci sud-est asiatique, et eux m'ont refroidi, et... D'abord, il y a la question des moyens. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? C'est très beau, c'est ASEAN Outlook, et de dire que le Sud va se prendre en main, mais est-ce qu'il en a les moyens? Plusieurs petites choses, mais d'abord, c'est des États qui sont trop dépendants de leurs enjeux domestiques. Parfois, il suffit d'une élection, d'une nomination, et tout est remis en cause. Alors pareil, on ne va pas rentrer dans le détail, mais pour info, le nouveau ministre de la Défense indonésien est l'ancien rival au présidentiel de Jokowi. Et alors, on pourra en parler, il n'y aura peut-être pas un impact aussi grand qu'on ne le croit, mais quand même, il y aura des élections aux Philippines aussi bientôt. Alors notre Duterte
qu'est-ce qu'il va devenir. Et puis surtout, c'est des États qui sont finalement trop auto-centrés sur eux-mêmes. Bali disait oui, mais maintenant on est dans quelque chose de post-westphalien, arrêté avec cette idée de souveraineté qui nous contraint. Et en fait, je ne suis pas si sûr que ça, parce que c'est des États qui ont pris goût à leur propre souveraineté et qui y sont fermement attachés. Et puis aussi, quand on les interroge sur l'idée d'une grande stratégie, d'une vision indo-pacifique, ils en sont très très loin. Hein. Pour eux, l'Indo-Pacifique, c'est en fonction de leur propre et seul intérêt. Les Philippines, on me disait, non, mais c'est uniquement, nous, la question des travailleurs philippins à l'étranger. L'Indonésie, c'est uniquement à travers les questions de séparatisme en Papouasie, et donc les impacts, les soutiens ailleurs, la question des réfugiés pour la Birmanie, etc. Ensuite, c'est aussi des États qui sont très hésitants et mal à l'aise sur leurs propres questions identitaires. Parce que l'idée d'une reprise en main, ça veut dire on coupe le cordon avec l'histoire coloniale. Et quand vous voyez les célébrations du bicentenaire de quoi justement? De la naissance de Singapour, ou en tout cas de l'arrivée de Raffles à Singapour, les Singapouriens disent bah, vous êtes sympa, mais on existait avant, on existera après. Et puis il y a cette idée qu'on est toujours plus à l'aise avec ce tampon colonial ou cette histoire coloniale, et larguer des amarres, c'est malgré l'idée des valeurs asiatiques, mais qui était très associée à Lee Kuan Yew, le père fondateur. Donc voilà, donc là aussi c'est hésitant, et puis surtout c'est beaucoup trop épars, quoi. L'ASEAN, c'est quand même pas homogène. Vous voyez le logo, alors c'est des gerbes de riz là mises ensemble, mais il manque quelque chose. Il n'y a pas de ficelle, donc souffler et tout part dans tous les sens. Et là, face à la Chine, c'est un peu ça. On a tout un continuum. Alors ça va de... Alors je ne maîtrise pas les tenants aboutissants du système tributaire, mais c'est un peu ça avec la Birmanie, avec le Cambodge. Vous en avez qui sont toujours restés dans le hedging. Il y en a qui envisagent une troisième voie. Puis il y en a, c'est quand même dur à décrypter. Vous avez Dr M et Mr Mahathir en Malaisie, parce que un coup Mahathir, donc le Premier ministre malaisien, il a déjà fait le coup en 97 avec le FMI, mais bon, très indépendant, sûr de lui, confiant, on va mener notre barque, s'il nous cherche, il nous trouve. Puis là, ces temps-ci, la teneur des interviews, c'était beaucoup de... Alors le poids des âges, non, parce que tout le monde dit qu'il se porte bien, mais il y a quand même 92, 13 ans. Hein, mais un peu de fatalisme et de dire, bon, c'est quand même une grande puissance, la Chine, on ne va pas chercher les ennuis, etc. Donc, beaucoup de diversité vis-à-vis de la Chine, et par exemple aussi vis-à-vis de la question du Timor oriental, qui est un pays intéressant hein, entre les deux, qui postule pour être membre de l'ASEAN, mais personne n'est d'accord pour savoir si oui ou non il faut l'intégrer. Voilà, alors j'en ai fini. Simplement à garder à l'esprit, point d'attention, le rôle des acteurs intermédiaires, parce qu'on a parlé de Chine, États-Unis, on a parlé de l'Asie du Sud-Est, donc est-ce que la situation peut se décoincer avec les acteurs intermédiaires? Là, il y a une carte à jouer, France, Australie, Inde, Japon, je ne reviens pas dessus, on en a beaucoup parlé. Il faudra voir les retombées des sommets, mais c'est encore très frais, hein, c'était hier, avant-hier. Donc il faudra voir ce que donne le Vietnam comme chair, présidence tournante, hein, mais c'est lui qui va prendre la présidence l'année prochaine de l'ASEAN. Le Vietnam, c'est quand même le pays le plus vent debout contre la Chine. Est-ce qu'il y aura des impacts? Pour information, mais il y en a qui sont plus spécialistes que moi, mais j'ai vu qu'hier, Modi a présenté un autre projet, un de plus, pour l'Indo-Pacifique, autour des questions de sécurité maritime. C'était à l'occasion du sommet de l'Asie orientale, EAS. Alors, est-ce qu'il va falloir le rajouter à notre liste, ou est-ce que c'est encore un peu flou? Je ne sais pas. Et puis souvent méconnu, vous avez plus à l'ombre les groupes de travail, par exemple ASEAN-Chine. Là, c'est les Philippines qui coordonnent, donc on sait que ça se passe bien avec la Chine actuellement. Qu'est-ce que ça va être quand ça va changer? Et puis au sein de la DMM+, donc la réunion des ministres de la Défense, vous avez une co-tutelle actuellement Thaïlande-États-Unis, donc avec la validation de la Chine. Pareil, il faudra le garder à l'esprit. En tout cas, je suis très curieux de voir et de pouvoir comparer. On a parlé hier d'Indiane-Océanie. Quand j'étais allé à La Réunion, ça m'avait intéressé parce que je me disais, tiens, ces petits États vis-à-vis des grandes puissances, ça me parle, dans le cas sud-est asiatique. Puis là, avec l'Océanie, donc on va pouvoir comparer toutes ces tendances. Merci.